La problématique d'égalité d'accès aux soins est un sujet majeur qui préoccupe les Français dans le cadre de l'élection présidentielle. Cette inégalité d'accès aux soins est une réalité et elle provoque une diminution de l'espérance de vie de 2 ans en moyenne en zone sous-dotée, selon l'étude d'Emmanuel Vigneron, géographe. Les chiffres de la densité de médecins généralistes pour 10 000 habitants parlent d'eux-mêmes. Nous sommes à 6,49 médecins généralistes pour 10 000 habitants dans l'Orne, 6,32 ici en Mayenne, 8,99 dans le Calvados, mais également 9,8 dans le Gers, sachant que c'est un département qui est assez étendu. La moyenne nationale est de 8,44 pour 10 000 habitants. Dans les Bouches-du-Rhône, on peut avoir une densité de 12,43 médecins généralistes pour 10 000 habitants, ce qui montre bien l'inégalité d'accès aux soins. Depuis peu, un problème supplémentaire vient se greffer au manque de médecins en ville, à savoir les fermetures des urgences de plusieurs villes, comme ici à Laval, la nuit de 18h30 à 8h30. C'est encore le cas ce soir, ce 8 mars. Pourtant, l'ensemble des Français qui vivent dans une zone sous-dotée, dans une zone suffisamment dotée, sont égaux face aux cotisations sociales et face à l'impôt. Chaque Français est protégé par la Constitution qui garantit l'accès à la santé pour tous. Alors nous attendons des propositions concrètes et réalisables pour les 5 prochaines années. Vous avez la parole. Merci. Merci à vous pour cet événement. Et effectivement, vous faites bien de poser la question comme ça, c'est-à-dire d'abord comme une question d'égalité. La question des déserts médicaux est d'abord une question d'égalité. Et pas seulement d'égalité entre zones rurales et zones urbaines. Parce que vous avez aussi des déserts médicaux urbains, en Seine-Saint-Denis, et même dans certains quartiers des Bouches-du-Rhône que vous avez cités, où exerce par exemple Karim Kelfaoui, qui est l'un des animateurs du livret santé de l'avenir en commun, le programme de Jean-Luc Mélenchon, qui est médecin généraliste dans les Bouches-du-Rhône, dans un désert médical. C'est bien un problème donc global d'égalité sociale autant que d'égalité territoriale. C'est une première raison, et vous savez que c'est lié aussi au mode d'organisation du territoire, où on met tout dans des grandes métropoles. Ça concerne les médecins, mais c'est pareil pour les universités, c'est pareil pour les services publics, etc. Mais c'est aussi un problème sanitaire. Le fait que les gens ne puissent pas se soigner, ça ne fait pas faire des économies. Ça coûte plus cher, parce que les gens attendent d'être plus malades pour pouvoir avoir un médecin, et quand ils sont plus malades, leur prise en charge coûte plus cher, parce que le cancer n'a pas été détecté à temps. Je dis coûte plus cher, je pourrais dire c'est plus douloureux pour la personne, c'est une perte de chance. Mais manifestement, ce discours, disons, humaniste, n'arrive pas à convaincre. Alors je dis peut-être le discours économique va arriver à convaincre les comptables qui organisent la santé aujourd'hui. Bref, en gros, comment on fait? Il y a d'abord des logiques à briser. La première logique, c'est que la santé n'est pas un coût. Ça n'est pas une dépense publique. C'est un investissement. Je le dis parce que sinon, on revient toujours à la même question. Et pourquoi il y a moins de médecins aujourd'hui? D'abord parce qu'on a pensé qu'en ayant moins de médecins, il y aurait moins de dépenses publiques. Je viens de vous dire que c'est le contraire qui se produit parce que les gens sont en moins bonne santé. Deuxièmement, revoir l'organisation globale du territoire parce que vous n'enverrez pas un médecin dans un territoire rural s'il n'y a pas d'école pour ses enfants, s'il n'y a pas de travail pour son conjoint ou sa conjointe, etc. Et puis, il faut accepter que la santé n'est pas une marchandise, n'est pas un marché qu'on règle par la loi de l'offre et de la demande. Quand on dit qu'il faut éduquer tout le monde, on fait un service public d'éducation. Eh bien, quand on dit qu'il faut soigner tout le monde, on fait un service public de la santé et on envoie des gens là où il y a besoin. Je le dis parce que sur cette question, tout le monde fait preuve de bonne volonté personnelle et quelles que soient les opinions politiques, tout le monde aimerait régler la question. C'est donc bien une question politique et économique qui est posée et pas juste une question de bonne volonté. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on propose pour répondre? Qu'est-ce que propose Jean-Luc Mélenchon pour répondre? D'abord, il faut avoir en tête qu'il y a deux choses. Il y a l'urgence, qui appelle des mesures énergiques, et puis il y a le long terme pour réparer des choses durablement. Sur le long terme, l'abolition du numerus clausus réglementaire, c'est bien. Mais si à la fin, vous n'avez pas plus de place dans les facs, pas plus de professeurs en médecine, pas plus de bourses et d'allocations pour accompagner les étudiants, pas de mécanisme de pré-recrutement pour que des jeunes gens, on leur dise, comme on a fait pour les profs, vous allez faire médecine, ça va être long, mais on va vous accompagner, on va payer vos études, on va vous donner envie de le faire. Évidemment que le numerus clausus, il restera un numerus clausus universitaire. Facialement, il n'y en aura plus, mais dans les faits, il y en aura toujours un. Donc il faut investir dans la formation des médecins pour le long terme. Je le dis aussi, investir
dans l'ensemble du système de santé. Et par exemple, remettre à plat les lois qui ont été faites pour casser l'hôpital public. Parce que ça fait quand même 15 ans que de loi Bachelot en loi Touraine, en loi Buzyn, à chaque fois, on a transformé l'hôpital en entreprise, en marchandise, on a fermé des services, fermé des maternités, etc. Donc il faut remettre en cause cette logique et réinvestir dans la durée. Ça, c'est les points, disons, si on veut agir durablement et à long terme. Mais là, tout de suite, on ne va pas dire aux gens, il faut attendre 10 ans pour voir un médecin. Au passage, demandez-vous pourquoi ceux qui gouvernaient il y a 10 ans n'y ont pas pensé. Peut-être qu'ils auraient pu anticiper aussi cette question parce que la démographie médicale, ça se prévoit quand même un peu et on sait désormais que c'est une bombe à retardement qui va s'aggraver. Alors comment on règle les choses? Plusieurs solutions, plusieurs propositions. Mais d'abord, il n'y a aucun tabou. Moi, j'ai entendu d'autres choses. Et effectivement, si une majorité parlementaire veut enrichir, on étudiera tout. Parce que je pense qu'il y a des choses qui, peut-être, dans certains territoires, marchent mieux qu'ailleurs. Mais le principe de base, on a besoin d'avoir des médecins publics, salariés, affectés, là où il y a besoin. Ça s'appelle le service public. Et ça peut s'appeler des médecins fonctionnaires, si on veut. Ça peut être des médecins salariés par la sécurité sociale ou par des communes, peu importe. Mais en tout cas, des médecins publics qui vont là où on a besoin de médecins. Avec les conditions, les contreparties, parce qu'on sait qu'être médecin, c'est aussi une exigence et ça ne peut pas être le sacerdoce que ça a été pour d'autres générations. Ça ne correspond pas à la volonté actuelle des gens qui font médecine, notamment beaucoup de femmes, des gens qui veulent un exercice salarié, qui veulent avoir le temps aussi de s'occuper de leur famille. Et je pense que le cadre d'un salariat public est une bonne réponse pour ça. Et puis après, aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait, en quelque sorte, un quota d'heures auquel l'ensemble des professionnels de santé sont astreints pour aller exercer dans des centres de santé le temps qu'il faut pour avoir les nouveaux médecins qu'on aura formés. Alors on a chiffré entre 4 et 12 heures par mois selon les régions, les spécialités, etc. Parce que ce n'est pas que pour les généralistes. Et ce qu'on dit, c'est qu'on a vu quand c'était le Covid que quand l'hôpital était géré par les médecins, ça marchait mieux quand c'était géré que par les comptables. Donc on fait la proposition, vous avez 3 mois pour dire comment vous mettez en place ce quota d'heures. Mais il y a une obligation de résultat. C'est pas on est arrivé à rien, on n'est pas d'accord, etc. Non. Après, vous pouvez discuter, est-ce que c'est chaque semaine, est-ce que c'est une semaine dans l'année, est-ce que c'est 2 semaines tous les 2 ans, parce que ça peut aussi parfois se gérer comme ça. Mais en tout cas, cette permanence de soins, ce système d'astreinte, il doit être mis en place parce que c'est nos cotisations qui remboursent les dépenses de santé, parce que c'est l'État qui finance notamment les études de médecine, et que c'est simplement un gage d'égalité entre tout le monde. Et puis un dernier point, sur les médecines qui peuvent permettre de combler d'autres déserts et de commencer à répondre. La médecine scolaire, qui est dans un état absolument lamentable, la médecine du travail, qui a été sacrifiée, et qui aujourd'hui fait qu'un certain nombre, y compris de maladies professionnelles, ne devraient pas être prises en charge par le médecin traitant, mais devraient être avant identifiées, alertées. Par exemple, le burn-out, que nous proposons de reconnaître comme une maladie professionnelle par une médecine du travail reconstruite. Voilà. J'en dis pas plus parce que je suis déjà trop long, mais vous avez compris l'esprit. Non, la santé n'est pas une marchandise. Oui, il faut de l'investissement public. Oui, il faut de l'affectation de médecins, de la régulation, parce que sinon, si c'est un marché, eh bien, nous irons toujours plus mal et nous serons toujours privés de davantage de soins et de droits. Merci monsieur pour votre exposé. Donc le format de l'audition veut que maintenant vous allez répondre à des questions de citoyens et vous avez donc plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous choisissez le numéro. Allez, le 2, comme le deuxième tour. Bonjour, Laurence, 56 ans. Ma question est, pourquoi les pharmaciens sont-ils régulés dans leur installation et non les médecins? La réponse est parce que la loi est ainsi faite. Mais ce que la loi fait, une autre loi peut le défaire. La question, c'est d'avoir la majorité politique, parlementaire, pour le faire. Et effectivement, il faut penser que si ça a été accepté par les pharmaciens, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas être appliqué par les médecins. Et donc, il y a cette question d'affectation que nous portons. Après, il faut aussi, clairement, dire que oui, c'est des mesures énergiques, des mesures contraignantes dans l'urgence, mais qu'à long terme, il y a un problème de démographie médicale, qu'il faut former plus de médecins,
et qu'il faut convaincre beaucoup de professionnels de santé, soit de revenir dans le système de santé, soit en former de nouveaux. Donc là, la régulation, elle est nécessaire, mais elle ne sera pas suffisante, sinon on va juste gérer la pénurie durablement. Il faut la gérer à court terme, puisqu'elle est là, mais à long terme, on peut avoir d'autres ambitions. Une dernière question. Le lendemain de l'élection présidentielle, quelle sera la première mesure que vous allez prendre afin de répondre à l'urgence des déserts médicaux? Car on ne peut pas attendre 10 ans. Alors, j'en ai déjà donné quelques-unes, mais on est le 8 mars, donc il y en a une que je veux porter. C'est le fait que les sages-femmes cessent d'être considérées comme des professionnels de santé de second rang et qu'elles aient la capacité, pour un certain nombre d'actes nécessaires à leur exercice, éventuellement après une certaine période d'expérience, peut-être avec une formation complémentaire, on peut discuter, mais elles doivent avoir la capacité de prescrire et de faire davantage d'actes qu'elles ne sont aujourd'hui autorisées à le faire, parce que je crois que c'est cohérent avec leur capacité, leurs compétences, et aussi avec la relation normale qu'elles peuvent avoir avec leurs patientes. C'est quand même, ça cible une petite. Ça cible quand même une petite fraction de la population. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner quelque chose d'un petit peu plus général? Parce que là, c'est vrai que... Ah, c'est une petite... Enfin, c'est quand même la moitié de la population, peut-être un peu moins après, effectivement. Mais je le dis parce que c'était le 8 mars. Mais ce que j'ai dit, par exemple, le fait qu'on ait cette organisation par territoire en disant, voilà, il y a des carences, vous devez faire la permanence de soins. Vous avez donc un nombre d'heures, médecins libéraux, médecins salariés, un nombre d'heures d'astreinte pour assurer cette permanence partout dans des centres de santé. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. Merci d'avoir répondu encore à notre invitation et on attend également la réponse de M. Mélenchon de notre lettre ouverte. Oui, vous l'aurez, et il y aura aussi un livret qui porte spécifiquement sur les questions de santé qui va arriver là dans les jours qui viennent et où il sera évidemment question aussi de déserts médicaux, mais pas seulement. Et une fois qu'on aura la réponse, ça sera diffusé sur notre site internet comme les différentes réponses qu'on a pu avoir déjà. Très bien. Merci.